d'apporter le minimum d'eau ou la même quantité d'eau, mais en contrepartie, on a plus d'olives ou plus d'huile, donc une productivité biophysique plus importante. Donc on a plus de produits par quantité d'eau. Ou bien on a plus de profit économique. Et là, c'est une productivité économique de l'eau. Donc c'est ce qu'on va viser, c'est d'améliorer cette productivité de l'eau sur les plans biophysiques, donc plus de quantité avec la même quantité ou moins d'eau, ou plus de produits. Donc on ne va pas chercher, on va plus chercher le rendement maximal. On va chercher le rendement optimal, qui valorise au maximum l'eau et qui est plus rentable économiquement. Par exemple, pourquoi j'ai voulu présenter ça? C'est par exemple, je vais vous montrer ce graphique-là, sur 3 pays, la Tunisie, le Maroc et l'Espagne. Donc là, on est sur l'olivier en pluvial. Vous voyez que l'Espagne produit plus de produits par quantité d'eau. La Tunisie en 2e lieu et le Maroc en 3e lieu. Donc, et là, on a la productivité en irrigué. Donc, c'est l'eau d'irrigation. Et vous voyez en Espagne et en Tunisie. Donc, ce gap-là, ce manque-là, on doit le réduire, voire l'éliminer totalement. Parce que là, on produit avec la même quantité d'eau, l'Espagne produit le double de ce que nous produisons. Donc il y a réellement un problème ici. Et là, il y a ce gap-là qui est le gap entre le pluvial et l'irrigué. Donc aussi, on doit être à un niveau de productivité de l'eau plus important que ce qui existe maintenant. Donc, réellement, il y a deux problèmes majeurs qu'on doit attaquer pour améliorer cette productivité de l'eau. Mais comment on peut le faire? Donc, il y a plusieurs niveaux. Ce n'est pas uniquement en gérant l'irrigation ou autre chose. Il faut une meilleure gestion de toutes les ressources naturelles et essentiellement le sol et l'eau. Olga vient d'en parler, le choix optimal des variétés. Les interventions culturelles doivent être optimales et je vais vous montrer ce que peut réduire de mauvaises pratiques culturelles et la maîtrise. Je vais juste parler 2 mots sur le processus de transformation si on veut parler d'huile d'olive. Donc si on va parler de sol, le sol c'est le réservoir naturel nutritionnel des plantes, donc il va apporter des nutriments. C'est le réservoir d'eau, donc c'est là où on va stocker l'eau et le restituer à la plante. Donc on doit améliorer cette capacité-là, on doit améliorer la fertilité nutritionnelle. C'est le support de culture, donc ça permet l'ancrage des cultures, donc le développement racinaire, parce que si le sol ne le permet pas, et c'est facile, il y aura un problème. Et la circulation de l'eau et de l'air, et il faut que le sol soit un milieu vivant qui permette de se rajeunir, d'apporter les nutriments, de stocker la matière organique, de la dégarder et d'apporter des nutriments aux plantes. Donc il faut moins de pesticides et améliorer la biodiversité. Donc si on a sur le sol, on fait des pratiques qui apportent de la matière organique. Et on augmente la biodiversité. Par exemple, là, c'est en milieu aride, on garde des cultures choisies. Ça, c'est des légumineuses, c'est des graminées. Sous les plants, ça permet d'améliorer la biodiversité, la fertilité du sol et par la suite la productivité des arbres. On doit améliorer la conservation des eaux et du sol, réduire l'érosion par différents travaux. On peut garder ce type de culture, on peut faire des petits barrages pour éviter la perte de l'érosion hydrique. Et il faut limiter, voire éliminer les pesticides par cette biodiversité. Pour l'eau, là, on a un énorme problème parce que il y a une méconnaissance importante. Déjà, on va aller vers l'irrigation, par exemple, sans connaître quelle quantité on a et quelle est la qualité de l'eau. Et il y a ici beaucoup d'exemples
de gaspillage, d'une irrigation trop importante, ou le contraire, c'est d'investir sur un projet et avoir pas suffisamment d'eau, ou l'utilisation des eaux de mauvaise qualité, des eaux salines, avec des sols pas adaptés qui vont dégrader tout l'écosystème. Donc il faut appliquer une gestion rigoureuse, des travaux de conservation des eaux du sol, comme là vous voyez, ça c'est un travail, c'est juste un barrage sur le barrage en sol hein, qui va retenir l'eau et permettre une infiltration importante, donc le remplissage de ce réservoir sol. Il faut aussi, par la biodiversité, valoriser cette eau-là en diversifiant les cultures et pour l'irrigation, il faut un réseau d'irrigation adapté. Tout ça, c'est des notions qui sont connues. Pour le choix variétal, je ne vais pas m'étaler, on va bien d'en parler. Par contre, si on veut aller plus loin, là, sur l'eau, sur le sol, j'ai parlé, mais là, sur la taille. La taille a pour objectif de garder un état d'équilibre entre la partie aérienne et la partie souterraine, entre l'appareil productif et l'appareil photosynthétique. Donc, si on faut, pour avoir une bonne production, une belle qualité, il faut que l'appareil photosynthétique soit bon. Et là, ce qu'il faut retenir, et là, c'est des essais sur plusieurs années, c'est qu'une mauvaise taille peut réduire jusqu'à 40% le potentiel productif. Si par la taille, par une mauvaise taille, on perd déjà 40% de notre potentiel productif, on ne peut plus parler de l'amélioration de quoi que ce soit. Parce que là, avec juste une mauvaise taille, on a perdu ce qu'on peut gagner. Donc, en fait, c'est inutile à la limite pour que tout le reste soit bon si on a une mauvaise taille. L'état phytosanitaire, bien sûr, si Mahdi va en parler tout à l'heure sur la gestion intégrée de l'état phytosanitaire qui intègre une approche plus écosystémique, une approche thérapeutique. Le travail du sol, c'est aussi important parce que là aussi, on ne lui donne pas suffisamment d'importance. Il faut que ce soit adapté à la situation. On peut réduire le travail du sol et en augmentant la biodiversité. Pourquoi je dis que c'est souvent, on ne lui donne pas son importance? Par exemple, ça c'est un essai que nous avons fait pendant 3 ans, avec différentes techniques de travail du sol, donc différents traitements. Je ne vais pas m'étaler sur les traitements, mais ce qui est important, c'est qu'au bout de 3 ans, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé qu'avec en changeant les méthodes de travail du sol, on a une augmentation de 38% de la production. Donc si une mauvaise taille réduit jusqu'à 40%, si avec un mauvais travail du sol on réduit 38%, ou avec les deux on réduit 50%, une mauvaise taille et un mauvais travail du sol, on réduit 50% de potentiel productif, c'est qu'on n'a plus aucune chance d'avoir une bonne production, une bonne productivité, ni de l'eau, ni de la terre, ni de l'olivier, ni rien du tout. Donc là, c'est important. C'est important d'appliquer les techniques qu'il faut adapter à la réalité du terrain. Je n'ai pas voulu entrer dans les détails parce que là, on a fait des techniques adaptées à la situation de cette parcelle-là, qui ne sont pas forcément les mêmes techniques qui sont les meilleures pour d'autres parcelles et d'autres réalités. Donc là, vraiment, il faut être sur des techniques optimisées. Mais pour juste les objectifs, c'est en variant les outils, on va éviter la semaine de labour, on va aérer le sol, limiter l'évaporation, on va réduire la compétition vis-à-vis de l'eau et améliorer l'infiltration et le stockage de l'eau. Mais en contrepartie, on va réduire la biodiversité, on va dégrader la matière organique et on va dégrader le sol et réduire sa capacité à retenir l'eau. Donc on peut avoir des effets positifs, mais en même temps, en variant ces outils-là, on va améliorer la situation par rapport à la situation que nous avons en utilisant un seul outil,
mais on va perdre sur la durée. Et là, sur le Asfax, dans le verger oléicole, en 1945 à Sha'al, il y a un travail qui a été fait par Yankovic qui a trouvé 1,5% de matière organique dans le sol. Maintenant, on est à moins de 0,1% de matière organique. Vous voyez ce qu'on a détruit? On a détruit 99% de contenu en matière organique. On ne peut pas corriger ça. On peut toujours le corriger, mais il va falloir s'y mettre. Mais si, donc, en contrepartie, vu la réalité d'aujourd'hui, en allant vers un labour minimal, en variant les outils, ou sans labour du tout, et on va éviter la semaine de labour parce qu'elle va être détruite par les racines, le sol va être aéré avec une meilleure perméabilité, on aura plus de production en olive et en biomasse, ça peut être une biomasse qui peut être utilisée pour l'alimentation de bétail ou même pour les graines et ainsi de suite, et on va avoir plus de matière organique, de capacité au champ, de la capacité des champs patroniques et de la fertilité du sol. Ça, c'est un travail que nous avons commencé et qui continue jusqu'à maintenant, depuis les 2003. Et la question qui revient toujours, c'est la compétition vis-à-vis de l'eau. On est dans un milieu aride, et si on va mettre d'autres cultures, elles vont être en compétition. Donc nous, on a essayé, et en gardant des cultures du mois d'octobre jusqu'au mois de février, on n'a pas d'impact sur le bilan hydrique dans les couches supérieures à 20 cm de profondeur. Donc, ça permet l'emmagasinement de l'eau en profondeur. Et donc, cette eau-là va être restituée à l'olivier et on a un effet synergique au lieu qu'un effet de compétition. Justement, s'il vous plaît, est-il recommandé de labourer ou de laisser le couvert végétal? Pour moi, il faut laisser le couvert végétal au moins du mois d'octobre jusqu'au mois de février. Mais un couvert végétal choisi. On utilise souvent la meilleure chose, c'est une combinaison entre une graminée et une légumineuse. Donc on doit labourer pour faire ça, pour réaliser pour faire ça. le semis. Pour le semis. Oui. Ça, En Espagne, il ne laboure pas du tout, il laisse le couvert toute l'année. On peut laisser le couvert toute l'année, mais il faudra accepter que le système prendra du temps pour se mettre en place. Il y aura un petit déclin et ça repartira par la suite. Mais le compromis, le meilleur compromis que nous avons trouvé dans nos travaux, c'est de garder la moitié de l'année le sol couvert et enfouir par la suite la matière organique pour améliorer le stockage du carbone dans le sol. Donc de réaliser des cultures Intercalaires. Mais avec différents objectifs. Hein. Ça peut être l'objectif d'avoir des graines, ça peut être d'avoir du fourrage ou uniquement de la biomasse qu'on va enfouir pour améliorer la qualité du sol. on peut les deux à la fois des fois. Pour les deux. Donc, bon, pour aller vite, donc là, la fertilisation, c'est important. Là, c'est un travail qui a été fait par le professeur Ali Demri. Il a publié en 2018 dans un ouvrage qui s'appelle l'agriculture initiale à la croisée du chemin. Et c'est le bilan global moyen annuel de 31 années de suivi, de 1986 à 2016, entrée-sortie en azote, phosphore et potassium. Regardons la dernière ligne. En azote, quasiment, combien il y a eu de pertes? Ça, le bilan annuel du système, c'est 32 000 tonnes d'azote, 17 000 de phosphore et 88 000 de potassium. Donc, les chiffres ne sont pas les plus importants. Mais ce qui est important, c'est que si on ne fertilise pas, on aura une dégradation importante de la fertilité du sol. Et avec cette dégradation importante de la fertilité du sol, on ne peut plus produire de la même manière. Donc là, on perd de la matière organique et on perd des nutriments. Si on va aller vers un système plus biodiversifié en apportant de la matière organique, style compost ou même fumier, on peut améliorer la situation parce qu'on va réduire ce gap-là et on va améliorer la matière organique du sol. Donc il y a un changement est nécessaire aujourd'hui. Là, je vous en ai parlé de la dégradation de la teneur en matière organique de 1947 jusqu'à 2004. Maintenant, la situation est pire. On est passé dans le centre de Anfield de 2 à 4%
à 0,4% et un bourrage de 1% à 0,2%. Donc vous voyez que le sol est totalement dégradé, que le changement est nécessaire. Bon, très rapidement, la fertilisation, vous connaissez, c'est les besoins de l'olivier. On va voir les apports de l'écosystème et compenser le manque par la fertilisation. À nouveau, la nouvelle approche, c'est plus l'approche équilibrée. C'est, on va voir les besoins, on va intégrer les besoins de l'olivier, les besoins de l'écosystème, comme je vous ai dit, pour améliorer la situation de l'économie du sol et tout ça, et avec une approche équilibrée. Donc, on va chercher les équilibres en multi-éléments. Donc, on ne va pas uniquement satisfaire les besoins de l'olivier, mais satisfaire les besoins de l'écosystème en général pour avoir plus de durabilité. Bon, là, je vais aller, donc ça c'est une approche plutôt équilibre. Donc on va prendre tous les éléments avec une fonction, tous les éléments nutritifs avec une fonction. Il y a plusieurs méthodes comme la méthode Dock ou Gris. Et après, on va chercher le point d'équilibre. On doit être à une balance équilibrée, ou bien restitution et une approche pour nos éléments, restitution des exportations. Bon, ça, je ne vais pas m'étaler. Nous voyons. Donc, en pluvial, c'est une question qui se pose toujours. Quelle est l'efficacité ou l'efficience de la fertilisation minérale en pluvial? Elle est très très faible. On est à 20%, 30% si on est très performant. Donc, comment faire? En pluvial, il faut privilégier une fertilisation organique, les fertilisations de fond, il faut les cultures synergiques, les légumineuses, les graminées, ainsi de suite, les micro-organismes utiles, les mycorhizes. On peut utiliser aussi la fertilisation foliaire qui est très efficace en pluvial. En irrigué, ce n'est plus en pluvial, on peut utiliser la fertilisation, c'est-à-dire qu'on va apporter l'eau à travers le réseau d'irrigation. Pour le reste, ça reste à peu près le même, mais on va adapter aussi le végétatif. Par contre, en pluvial, on doit être adapté à la pluviométrie et avec une gestion, comme j'ai dit tout à l'heure, plus holistique qu'une gestion mono-élément. Donc, un programme de fertilisation. Donc, pour l'irrigation, je vais aller rapidement. C'est réduire le déficit entre les besoins et les apports naturels. Le but, c'est d'augmenter les rendements, la production ou la production de la terre. Donc, on peut intensifier. On peut aller vers l'irrigation complémentaire. L'irrigation complémentaire va réduire la vulnérabilité des exploitations. L'intensification, on va chercher plus de productivité à l'unité de terrain. Bien sûr, je garde toujours, il faut garder à l'esprit qu'il faut diversifier et avoir des cultures intercalaires. Pour qu'il y ait une irrigation efficiente, il faut que l'eau arrive au niveau de la rhizosphère. Donc le dimensionnement de notre réseau et sa conception va permettre l'arrivée de l'eau dans la rhizosphère, pas en dehors de la rhizosphère. Donc pas trop d'eau qui va être percolée en profondeur ou être loin des arbres. Doit être précise, donc les quantités doivent être adaptées aux besoins. La fréquence doit être adaptée à la qualité du sol parce qu'en fonction de sa capacité de stockage d'eau, si c'est un sol sapeux, il ne peut pas beaucoup stocker, donc on va augmenter la densité des goutteurs, on peut augmenter leur débit et surtout la fréquence. Par contre, sur un sol qui peut stocker beaucoup, un sol plus argileux, on peut réduire la fréquence d'irrigation parce que le réservoir est plus important. Mais l'idéal, c'est de garder toujours un sol aux alentours de 2/3 de la capacité au champ. Et bien sûr, la répartition, c'est-à-dire l'emplacement des goutteurs doit être optimal pour couvrir le maximum de la rhizosphère. Donc, pour l'olivier, le meilleur réseau pour améliorer la productivité, c'est le réseau goutte à goutte, donc qui apporte l'eau au niveau de la
allons l'isosphère directement. Maintenant, ça peut être le réseau le plus efficace. C'est un réseau d'irrigation localisé goutte à goutte souterrain. Donc c'est le plus efficace et le plus efficient pour améliorer la productivité de l'eau. D'accord, pour quelle période? L'irrigation, c'est toute l'année ou juste... Bon, les besoins de l'arbre vont quasiment du mois de février jusqu'au mois d'octobre, voire novembre. Donc, en fonction de la pluviométrie, on va apporter de l'eau. Voilà. Donc, pour la croissance végétative et pour la promotion des feuilles. Bon, je vais finir très rapidement. Donc, ça, j'en ai parlé. On peut automatiser, ainsi de suite. Bon, le problème, c'est qu'il y a un investissement. Bon, il y a d'autres méthodes qu'on peut utiliser pour les besoins. Soit le T0, donc la méthode climatique, soit on peut utiliser des capteurs qui se forment comme les capteurs au niveau de l'arbre, du serre ou au niveau du sol, qui peuvent atteindre une réduction des apports jusqu'à 40%. Ça aussi, c'est une méthode qui suit les échanges gazeux avec une station climatique. Ça, c'est des résultats au niveau de temps, ce qu'on peut suivre, et on peut apporter l'eau en fonction des besoins et en fonction des exportations réelles. Une autre approche pour finir, c'est l'irrigation déficitaire. C'est on va apporter moins que les besoins de l'arbre. Juste pour résumer, c'est une approche qui a été, c'est un concept qui a été un concept économique. Au départ, dans les années 80, c'était un concept économique. Le but, c'est de donner moins d'eau et avoir le maximum de production avec cette eau-là. Si on apporte 50% de l'eau et on a 80% de la production. Si on a une terre à côté, on peut utiliser le 50% qui reste pour irriguer cette terre à côté. Avec 100% des besoins, on aura produit 160% de la production. Et ça, c'est le but ou le concept de l'irrigation déficitaire et qui est très efficace. Et elle réduit, il y a toujours une réduction de 15 à 20%, voire 25% de la production. Mais il y a une augmentation importante de la productivité de l'eau et on peut utiliser l'eau économisée pour d'autres fins. Ou si on n'a pas beaucoup d'eau, c'est d'avoir plus de production avec le peu d'eau que nous avons. Donc ça, c'est des essais. Juste deux mots au niveau de l'huilerie. On peut réduire l'utilisation de l'eau, c'est Mohamed en parlera tout à l'heure, et c'est important pour avoir une meilleure productivité de l'eau au niveau pour l'huile d'olive. Voilà, donc j'ai fini. Pour avoir une meilleure productivité de l'eau, il faut une gestion optimale de toutes les ressources dont nous disposons, un choix agronomique, des choix agronomiques pertinents, une gestion technique parfaite, et il faut surtout changer de paradigme et une approche qui va plus vers la productivité de l'eau que la productivité de la terre, c'est-à-dire d'avoir plus de production. Ce qui est notre réalité actuellement, en Tunisie, il y a beaucoup de forages qui sont équipés avec des pompes à énergie solaire. Comme le pompage devient gratuit, donc il y a souvent un excès dans l'irrigation. Parce qu'on a l'impression, l'agriculteur a l'impression que plus on donne d'eau à la plante, plus elle produira. Mais on aura une très faible productivité de l'eau. Cette eau pourrait servir à d'autres fins ou pourrait rester pour les générations futures. Et je vous remercie. Merci. Juste une petite question. Oui. Si vous permettez. J'aimerais juste savoir quels sont les programmes ou les financements de l'État, dont par exemple l'irrigation, le goutte à goutte, ou le forage, le soutien de l'État, ou bien pour les plantations, puisque le bouturage a été généralisé pour la Tunisie. Nous, on y arrive pas en Algérie. Est-ce que c'est soutenu par l'État ou c'est imposé? Non, c'est imposé parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Les souchets ne marchent plus, donc c'est quasiment imposé. Mais il y a des subventions pour toutes les techniques d'économie d'eau, comme l'irrigation de goutte à goutte qui arrive jusqu'à 50%. Il y a des subventions pour les forages autorisés. Ça dépend des zones, ce sont des zones connues ou pas connues, j'ai oublié le montant. Il y a des subventions pour l'introduction de nouvelles
les nouvelles technologies, l'intelligence